Bienvenue dans cette saison 2 du PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Vous y retrouverez des articles, des vidéos et bien sûr tous les épisodes du podcast pour booster votre culture sécurité. Chaque mardi, retrouvez un épisode de ce podcast créé pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser dans la maîtrise des risques professionnels en s'inspirant des conseils d'experts et de l'expérience passionnante de mes invités. Aujourd'hui, j'accueille Aude Célie, qui est auteure sur le thème du burn-out et de la souffrance au travail. Elle est également créatrice de l'entreprise Mission RH et cofondatrice du site de recrutement spécialisé dans la qualité de vie au travail, Pôle QVT. Son parcours professionnel et surtout personnel lui a permis de bâtir son expertise sur le sujet de la prévention du RPS. Je vous laisse le découvrir dans cet épisode. Bonjour Aude Célie, bienvenue dans le podcast, comment tu vas ? Bonjour, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Aude, merci à toi d'avoir accepté de revenir dans le podcast pour pouvoir faire cette deuxième prise et que cette fois-ci ça fonctionne. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas, tu pourrais te présenter ? Oui, alors, donc moi je m'appelle Aude Célie, donc aujourd'hui je suis consultante dans la prévention des risques psychosociaux et le management de la qualité de vie au travail. Donc moi je suis une ex-RRH, j'ai à peu près un peu plus de 18 ans d'expérience en management des ressources humaines. Je suis aussi écrivain, j'ai écrit 3 livres sur le sujet du burn-out parce que j'en ai vécu un. Important en 2012, donc j'ai écrit 3 livres sur le sujet. Et aujourd'hui, c'est tout nouveau, mais je suis la cofondatrice du site de recrutement spécialisé dans les métiers de la qualité de vie générale, donc qui s'appelle Pôle QVT. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc voilà pour la présentation. Ouais, et justement, on va parler de Pôle QVT et de Mission QVT, qui vient de changer de nom juste après. Mais alors, déjà, est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu plus précisément de ton parcours ? Et tu en as déjà parlé finalement de ton chemin personnel et pourquoi tu t'es lancé là-dedans. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le projet, on en parlera à la fin, parce que par exemple, Pôle QVT et Mission QVT d'ailleurs, c'est vraiment la somme de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai vécu. Et en l'occurrence, ça a commencé comment ? Donc, moi, quand j'étais plus jeune, donc, j'ai eu un petit boulot comme beaucoup d'étudiants pour payer mes factures. Et en fait, c'était à côté, en fait, je faisais un BTS en hygiène, propreté et environnement. Et donc, du coup, dès l'âge de 18 ans, déjà, j'ai été formée et sensibilisée à la responsabilité sociale et environnementale, donc on appelle ça aujourd'hui RSE, enfin hier aussi, mais en tout cas RSE. Et à côté, donc comme j'avais ce petit boulot et que j'étais une très très bonne élève, au bout de 2 ans, en fait, on m'a proposé de passer assistante manager. Pour être très honnête avec toi, je pensais que j'allais rester 2 mois. Et en fait, je suis restée 5 ans. Donc, franchement, honnêtement, je pense que c'est cette expérience-là qui fait qu'aujourd'hui je fais ce que je fais et que je suis la personne que je suis parce que à l'âge de 20 ans, donc j'ai commencé j'avais le travail, je tenais le poste de manager de proximité, d'équipe. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est un métier, j'ai toujours dit que c'est un métier passionnant, mais qui est très compliqué parce que tu dois gérer et les hommes, tu dois gérer le business et parfois, c'est souvent le business qui prime sur l'homme. Et du coup, et en fait, j'ai été confrontée à des non-sens et à vraiment par rapport à l'impact de la politique RH sur les gens. Et je te donne un exemple, à l'époque on était en francs, mais donc on gagnait le SMIC et en fait par exemple le ticket de transport, tu sais qu'on rembourse tous les mois à 50%. Ouais. Parfois la paye en fait elle l'oubliait. Et sauf que quand tu es au SMIC, tu es quasiment au franc ou à l'euro près maintenant. Et en fait, quand ils oubliaient, donc parfois ils oubliaient pendant 2-3 mois. Et ça avait un impact et du coup ça créait des conflits. Je me rappelle aussi que, par exemple, tu vois, quand j'étais j'étais manager du magasin et j'embauchais souvent des nouveaux, beaucoup de nouveaux, parce que d'ailleurs c'était des étudiants et que c'était un boulot quand même assez compliqué en soi. Et donc je me rappelle très bien que il y a des salariés que j'ai
j'ai intégré en 5 minutes top chrono parce qu'il fallait que je gère le business. Souvent, il y avait des retards, etc. Et genre, mais vraiment, j'appelais un ancien en disant, voilà, tu as un mentor et il n'avait même pas de formation en soi. Il montait sur son Fox, donc la moto, et puis il partait, etc. Donc, je me rendais compte que il y avait vraiment, il y a des moments en fait qui forcément avaient un impact sur les salariés. Je me rappelle, tu sais, les entretiens annuels d'évaluation. Et ben, Mhm. je me suis rendu compte aussi que le business primait sur ça. Le nombre d'entretiens que j'ai reportés de peut-être de 2 heures ou le lendemain, etc., alors que c'est un des rendez-vous les plus importants qu'attend le salarié parce qu'il va discuter avec le manager et il va savoir quelle note il va avoir et a priori l'augmentation de Quelle salaire prime? derrière. Ouais. Voilà, t'as compris. Ouais, c'est Et un ben, moment privilégié ah ouais, qui est attendu, effectivement. et du coup, ça aussi, ça pouvait créer des conflits parce que, bah voilà, quelle est la considération que j'ai par rapport au business? Sauf que bah, le business, c'était ce qui primait toujours avant. Pareil, enfin, tu vois, à 20 ans, donc, je suis nommée manager et j'ai eu des formations peut-être 6, 8 mois après. Donc, j'apprenais sur le terrain. Et en fait, en voyant tout ça, je me suis dit, OK, j'ai envie de passer de l'autre côté, les ressources humaines. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand tu fais tes études, enfin en tout cas moi à l'époque, c'était on te donne allez la fac, médecine, prépa, on te parle pas de tout ce qui est métier un peu soit technique, soit CAP cuisine, c'est con hein, mais c'est vraiment ça. Et en fait les ressources humaines, moi je savais pas ce que c'était. Je l'ai su parce que une des managers avec qui je travaillais faisait un métier, enfin faisait des études en ressources humaines. Et je me suis dit mais c'est génial, je vais passer de l'autre côté, comme ça je vais pouvoir aider concrètement les managers et les salariés. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé d'évoluer dans les ressources humaines. Chez eux, ça n'a pas été possible. Donc, je suis partie en très bon terme, il n'y a pas de souci. Et ensuite, j'ai été embauchée chez Nature et Découverte. Donc, c'était souvent dans les entreprises commerciales comme ça, ce secteur, il faut faire d'abord ses preuves sur le terrain avant, tu vois, de prétendre à une évolution transversale. Donc, on m'a mis sur le plus petit magasin de la société. Et en fait, au bout d'un an, j'ai eu. Et ça, tu vois, ça joue aussi dans la qualité de vie au travail, etc. C'est que je suis tombée sur un directeur de magasin qui était super doué au niveau business et moi j'étais super douée au niveau ressources humaines. En un an, on a explosé les chiffres et en fait, on m'a fait basculer du coup sur le plus gros magasin qui se trouve au Passage du Havre d'ailleurs, à Paris. Et voilà, donc en fait, j'ai été embauchée pour ça, mais je me suis rendu compte que c'était la même chose. Et tu vois, moi-même, je l'ai vécu tous les ans. Je disais, oui, j'aimerais bien évoluer en ressources humaines. Et en fait, j'avais jamais d'informations qui redescendaient. Et ça arrive très Mhm. souvent, ça, en entreprise. Et Ouais, dans donc, les grands groupes, c'est assez, exactement. normalement assez Tu vois, courant. et t'es en attente, tu es en attente de savoir, bon, voilà, est-ce que j'ai mon projet que je prévois dans l'entreprise, est-ce que voilà, on l'écoute, est-ce que éventuellement c'est possible ou pas? Et finalement, au bout de 3 ans et demi, on dit, écoute, oh, tu n'as pas de diplôme. Donc, je me dis, ok, je suis plutôt quelqu'un qui cherche des solutions et j'étais tombée sur un article, le FONGECIF, donc pour passer mon diplôme via ce biais. Et donc, je suis partie un an, j'ai passé mon master RH. Et avec le FONGECIF, quand tu reviens, enfin, tu es obligé de revenir en entreprise, mais avant, je me suis dit, écoute, monte un projet pour que on t'intègre directement dans l'équipe RH. Et donc, j'ai monté un dossier qui était sur l'intégration des travailleurs handicapés chez les magasins Nature et Découverte. Malheureusement, on m'a dit que c'était pas la priorité, donc je suis partie. C'est là où j'ai commencé vraiment mon parcours en RH, parce que j'avais une idée très précise. Je voulais être responsable RH opérationnel, donc sur le terrain avec les managers. Donc je savais déjà que je devais avoir un parcours généraliste. Donc en gros, c'est pas compliqué, j'ai tout pris. J'avais, franchement, j'ai fait administration du personnel, j'ai fait recrutement, j'ai fait relations sociales. Je me suis dit, prends tout ce qu'il y a, jusqu'à ce que j'ai un poste à la fin, quasiment, mais la fin de quoi, je vous dirais, c'est que je fais de la paye, je suis gestionnaire de paye. Et je m'étais juré, quand j'ai fait mes examens, quand j'ai
fait mes études, que je ne ferai jamais de paye. J'ai eu 19 à l'examen et c'est une des expériences les plus hallucinantes que j'ai passées. Donc comme quoi. Et en fait, voilà, je me suis dit, à ce moment-là, donc j'en avais parlé, j'avais dit à la personne qui faisait le donc Adecco, donc c'était en intérim, et elle m'avait demandé qu'est-ce que tu as envie de faire. Je lui disais, bah voilà, mon poste idéal, c'est ça, c'est être RH opérationnel. Et en fait, avant la fin de mon contrat en tant que gestionnaire paye, elle m'appelle, elle me dit, Aude, j'ai trouvé le travail idéal pour toi. De rêve, ouais. Et elle me dit, voilà, c'est être responsable RH pour donc une grande enseigne. Il y a à peu près 120 personnes, 15 managers. Et là, je me suis dit, OK, là, c'était juste génial. Et en fait, le process de recrutement a été déjà long. Et ça fait partie des choses qui peuvent participer à l'épuisement. Et donc voilà, donc j'intègre l'entreprise, mais dès le recrutement, en fait, j'ai eu des informations je pense que j'ai pas fait, que j'ai occulté parce que je voulais tellement de postes que que j'étais très motivée. Mais dans les 4 personnes que j'ai rencontrées, par exemple, le DRH avait demandé, déjà m'a dit, ce serait bien que vous tombiez pas enceinte parce que le magasin est instable. Et il me dit, Et il te l'a dit oui, clairement comme pardon. ça? Ouais, j'étais dans un D'accord. café, on était dans un café, je me rappelle très bien, à la porte de Champéret. Et donc, en me disant ça, bon, déjà, j'étais surprise. Bon, je pensais qu'il disait ça sur le ton de l'humour, parce que c'était quand même, enfin voilà, tu le sais, c'est pas normal, c'est discriminatoire de poser ce genre de questions. Bref, et il me dit, parfois on t'oubliera. Bon, pour moi, ça ne voulait rien dire, mais bon, ok, je prends. Et en fait, juste avant de prendre le poste, donc la veille, il y a ma responsable RH France qui m'appelle et qui me dit, Aude, est-ce que tu... Elle m'appelle vers 22h, 21h30, 22h. Elle me dit, Aude, tout va bien, tu viens demain? Je fais, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et déjà, là, j'aurais peut-être dû me poser des questions. Mais bon, je commence en novembre 2008 et malheureusement, voilà, je pense que j'ai été confrontée à tous les facteurs de risques psychosociaux, dont je pense que 2 importants, au-delà de la surcharge de travail, mais c'est ce qu'on appelle le conflit de valeurs. C'est-à-dire que j'ai dû prendre des décisions ou faire des choses qui étaient à l'encontre de mes valeurs. Et il y avait ce côté isolement. L'isolement fait partie des premiers arguments, malheureusement, de la tentative de suicide, parce que moi, mon burn-out, ça a été une tentative de suicide. Et donc, au bout de 3 ans et demi, il s'est passé énormément de choses dans le parcours, mais j'ai commencé en étant quelqu'un de très motivé, j'adorais mon travail, j'étais hyper optimiste, j'avais beaucoup de joie de vivre, et franchement, j'adorais ce que je faisais, quelqu'un au bout de 3 ans et demi qui ne supporte plus ce qu'elle fait, perd complètement confiance à elle, est fatiguée, mais d'une fatigue intense, et malheureusement, bah voilà, le corps a parlé, et en fait, mentalement, bon, c'est le chemin ou la solution que j'ai trouvé moi pour arrêter de souffrir immédiatement. Et donc j'ai décidé de faire cette tentative de suicide, et bon, je remercie le ciel, je peux te parler aujourd'hui puisque bon, voilà, j'ai eu de la chance. Et en fait, là, il y a eu tout le parcours qu'il y a eu après ça, c'est tout ce qui fait que Mission QVT existe et que Pôle QVT existe. Parce que dès la fin, en fait, j'ai rencontré mon médecin traitant qui a tout de suite compris que c'était lié aux conditions de travail, qui m'a fait voir en fait une psy du travail, et qui m'a fait prendre aussi des psychotropes. Et les psychotropes, par exemple, il y a 1 personne sur 3 qui en consomme en France. On est le pays le plus consommateur de psychotropes. Et donc, j'ai été amenée à prendre Mais c'était une béquille, donc ça m'a fait du bien au bout de 18 mois d'arrêt maladie. Donc pareil, arrêt maladie, 18 mois, coût, difficulté aussi en termes de je sais pas, toutes les victimes passent par ça, c'est la honte, en fait, la honte d'être en arrêt alors que d'autres travaillent, alors que toi tu travaillais, ouais, complètement décalé par rapport aux autres. Et donc, j'ai écrit mon livre 7 mois après, donc j'ai fait mon burn-out le 24 mai 2012. 7 mois après, je me rappelle très bien, donc du 6 au 11 novembre 2012, j'ai écrit mon premier livre. Je l'ai écrit en 6 jours. Mais alors attends, justement sur ce livre, Oui. donc c'était une façon finalement d'exprimer ce que tu ressentais par les mots, ou
voilà, tu avais déjà ce projet en tête depuis un moment et c'était un peu la passerelle vers quelque chose de nouveau et une autre carrière. Eh ben écoute, honnêtement, j'ai toujours eu l'idée d'écrire un livre. J'ai toujours eu l'idée, et à l'époque, le titre que j'avais en tête, c'était Comment éviter de se séparer des meilleurs salariés en entreprise. Mhm. Donc en fait, qu'ils s'en aillent. Et donc pour moi, c'était le projet en disant, voilà, et ce qui est dingue, c'est que finalement, la réponse à cette question, c'est évitez-leur de faire un burn-out. Parce que ceux qui font des burn-out, c'est des personnes qui sont les plus impliquées, les plus investies, les piliers de l'entreprise. Donc vraiment, finalement, ce que je dis souvent, c'est que je me suis tout simplement trompée de titre. C'était pas celui-là, c'était justement concernant le burn-out. Et en fait, finalement, les choses étaient très claires quand j'ai écrit ce livre. Euh, Ça a été honnêtement, je te dis, je l'ai quasiment écrit sans dormir. J'ai jeté finalement, même si c'est très structuré, mais j'ai jeté tout ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vécu. Et ce que je dis aux Mhm. gens, c'est que si vous voulez comprendre l'état d'esprit d'une personne qui est en burn-out, c'est ce livre-là qu'il faut lire. Il fait 120 pages, c'est 120 pages de tornade et tout ce par quoi passe une victime. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le livre et c'est ça que je partage en tout cas aujourd'hui avec ceux qui le lisent. Donc, je pense que c'est pour ça D'accord. que les gens connaissent. Et donc, du coup, donc, t'écris ce livre et après, tu te lances directement dans les conférences ou directement dans Mission RH ou c'est encore, enfin, ça prend encore finalement du temps, j'imagine, avant de maturer toutes ces réflexions-là. En fait, j'ai quitté l'entreprise en décembre 2013. En fait, quand j'ai écrit mon livre qui a été publié en mai 2013, je suis Mhm. tombée dans une tornade médiatique qui m'est tombée dessus. J'ai pas et en fait, je me suis retrouvée quasiment du jour au lendemain à témoigner sur ce sujet-là, quasiment sur tous les supports, télé, radio, presse écrite, etc. Et en fait, donc il a été publié en mai 2013. En fait, ça m'a fait comprendre que je n'étais pas toute seule, en fait, à avoir vécu ça. Et ça voulait dire et je me disais, mais c'est dingue, personne n'en parle, personne n'en parle. Et donc, je me suis dit, donc, le fait que j'étais mise en avant par les médias, on m'appelait pour témoigner dans les entreprises et tout. Et après, je me suis dit, bon, utilise ça et fais-en quelque chose j'allais dire finalement de professionnel, mais en tout cas qui soit cadré. Et donc, j'ai créé Mission RH au départ, et j'ai commencé en 2014, à peu près, début 2014. C'est là où Mission RH a vu le jour, déjà. D'accord. Et le but de Mission RH, c'était quoi alors? Mm. C'est quoi? Aujourd'hui, mais ça s'appelle Mission QVT, mais Oui. la raison principale, c'est que je propose des solutions pour éviter les risques psychosociaux. L'apparition des conditions, enfin les conditions d'apparition de stress, donc de stress, donc d'épuisement professionnel, de violence interne, de harcèlement moral, etc. Aujourd'hui, vraiment, c'est apporter des solutions quand on m'appelle et qu'on me dit, voilà, j'ai un absentéisme important, j'ai des conflits dans ma société, j'ai des gens, et souvent c'est ça, c'est à chaud, c'est-à-dire que, et c'est souvent ça d'ailleurs, c'est que c'est les syndicats en fait tu sais, les syndicats en général, c'est un peu conflictuel avec l'employeur, et les risques psychosociaux, c'est un des thèmes où voilà, il y a beaucoup de conflits parce que ce sont des représentants du personnel qui sont au courant qu'il y a des Mhm. salariés qui vont pas bien, et donc lors des comités d'entreprise ou des conditions, enfin bref, en tout cas lors de ces instances-là, ils remontent en disant voilà, c'est pas normal, etc. Donc c'est assez tendu et il faut que l'entreprise trouve des solutions. Donc mission RH et aujourd'hui mission QVT, c'est vraiment de donner les ans. Donc c'est par la formation, c'est par l'accompagnement individuel, soit des salariés, soit du management. C'est le fait de faire une conférence sur des thèmes, voilà, de faire des groupes de parole. Bref, c'est un ensemble de solutions pour ça. D'accord. Mm. Et ton activité du coup, t'es speaker aussi. Tu le Mm. fais, enfin, finalement, ça s'alimente un peu, tout mission QVT et cette activité-là qui permet d'avoir, j'imagine, de la visibilité.
C'est ça, effectivement, les conférences aujourd'hui, surtout dans le contexte actuel, sont vraiment, en fait, pour moi, je suis même, pourquoi je m'intéresse énormément à la conférence et à vendre ça entre guillemets, c'est que c'est un moment où je peux toucher le plus de personnes en même temps. Et c'est exactement ça que j'ai dans mon état d'esprit, c'est que pour faire de la prévention, parce qu'il y a 3 niveaux de prévention. Donc la prévention primaire, c'est quand on s'est anticipé, donc c'est éviter que le risque soit déjà avéré. Le niveau secondaire, c'est éviter de la propagation. C'est-à-dire que le stress, on ne peut pas l'empêcher en entreprise, mais on peut apporter des actions correctives pour éviter que ce soit un stress donc chronique, donc dans la durée, et que c'est celui-ci qui crée des troubles, risques psychosociaux. Et il y a le niveau tertiaire, qui est le risque est là, c'est-à-dire que il y a des burn-out, il y a des conflits, etc. Et il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui intervienne. Et là, on est dans la prévention tertiaire. Et malheureusement, si je te pose la question de, à ton avis, en France, quel est le niveau de prévention qu'on utilise le plus? Eh ben, c'est le tertiaire. Et évidemment, Ouais. on attend que les choses se passent avant de réagir. C'est encore très ancré en France. Donc c'est vrai que Et, dis-moi. et je disais, ouais, on l'a justement vu avec la crise sanitaire actuelle, on est encore Exactement. vraiment enfermé dans ce niveau, Exactement. dans cette façon de réagir finalement Exactement. et de pas prévenir. Mm. C'est encore déplorable Et là-dessus. voilà. Et c'est bien que tu dis ça parce que c'est imagine qu'on ait déjà cette façon de fonctionner au plus haut de la pyramide. Imagine ce que ça donne quand ça redescend dans les strates, j'allais dire, de public, c'est-à-dire en entreprise. Si on n'a pas, pour moi, un des éléments qui est important dans la prévention, c'est l'exemplarité. Donc, si l'État n'est même pas capable d'avoir une façon de fonctionner qui est un exemple, et ben ça a aucune, enfin, c'est pas que ça a pas d'impact, mais ça, malheureusement, c'est ce qu'on dit souvent tu sais, quand on doit intervenir dans une entreprise, on dit que, en tout cas dans mon domaine, faut que la direction porte le projet. Faut que la direction se dise, OK, on fait un plan de prévention pour éviter la propagation ou pour éviter qu'il y ait des risques. Donc, pour moi, la crise sanitaire, c'est typiquement, effectivement, la révélation de notre incapacité aujourd'hui à ne pas courir, à ne pas être en avant. Là, on court, par exemple, après le virus. Alors, pour moi, c'est peut-être ma perception, mais en tous les cas, on court après le virus. Alors que nous, justement, aujourd'hui, en entreprise, et tu vois, le problème, c'est que euh, la crise a démultiplié les risques psychosociaux. On s'est retrouvé quasiment du jour au lendemain en télétravail. Et Mhm. le télétravail, doit être un sujet qui doit être accompagné, qui doit être discuté, parce que tout le monde n'a pas le même niveau pour justement faire du télétravail, pas quelque chose de difficile chez soi. Moi, je te donne un exemple, voilà, c'est personnel, je suis enfin voilà, la personne avec qui je vis est en télétravail et du coup, on est dans un 2 pièces et en fait là, c'est très compliqué parce que lui, quand il fait ses conférences, moi, je l'ai évité d'en faire parce que voilà, il parle Bien fort. sûr. Et donc, tu vois, et encore nous, on a un extérieur, donc je peux aller bosser quand il pleut pas. Et sinon, je vais dans ma chambre que je transforme en bureau sur mon lit. Et du coup, il y a des personnes qui se retrouvent en étant parents, par exemple, avec les enfants, donc les enfants qui vont solliciter la personne, ou des personnes qui sont dans un appartement petit. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que ça a créé les conditions de télétravail et de confinement? C'est l'isolement, déjà. Donc, ce qu'on peut Mhm. dire précédemment, c'est que l'isolement est un des facteurs les plus importants dans les tentatives de suicide et les suicides. Donc, pour moi, aujourd'hui, il y a un warning, entre guillemets, à avoir. Donc, l'isolement, ça a créé la surcharge de travail. Il y a énormément de salariés qui travaillent plus en télétravail que lorsqu'ils étaient en entreprise. Et, c'est, et ça, c'est fou parce que finalement, on se retrouve avec, là où avant, le télétravail, c'était un levier de motivation. En tant que personne qui travaille sur la prévention de la santé au travail,
à l'époque, avant tout ce qui se passe là, le télétravail, c'était un levier de motivation. Pourquoi? Ça voulait dire que on faisait confiance à la personne et ça lui Mm. permettait justement de pouvoir s'organiser toute seule. Sauf que là, là, c'est du 5-5, enfin 5 jours sur 5, et c'est compliqué pour les salariés. Donc, ils se retrouvent avec la surcharge de travail, ils se retrouvent aussi avec ça, par contre, ça c'est fou. Je n'avais pas forcément percuté, mais là c'est vraiment flagrant. Le développement des conduites addictives. Et c'est vrai, c'est dingue parce que les caractéristiques qui sont précises et que je dis aujourd'hui, si vous avez ces éléments-là, ça veut dire que vous-même, vous courez vers l'épuisement professionnel, ou la personne qui est à côté de vous personnellement, ou la personne qui est au côté professionnel. Et quels sont les éléments? Un, la fatigue intense. Donc quand c'est la fatigue intense, c'est pas la fatigue j'ai fait une nuit blanche, le lendemain j'ai un peu la tête dans le cirage, etc. Non, c'est vraiment une fatigue qu'on ne comprend pas, euh, donc qui fait que je reviens. Le week-end, a priori, tu es censé être reposé. Mais non, quand tu pars du week-end, tu es fatigué. Quand tu reviens du week-end, tu es fatigué. Quand tu pars en vacances, quand tu reviens de vacances, tu es fatigué. Donc c'est vraiment une fatigue qui est très, très forte. Le deuxième élément, Mhm. en fait, c'est quand tu perds le plaisir au travail. Ça, c'est un des éléments. Donc j'aime de moins en moins ce que je fais. Le troisième élément, ben justement, c'est la conduite addictive. C'est quoi la conduite addictive? C'est je prends quelque chose d'extérieur pour m'aider à tenir. Et donc, ça va être quoi? Et ben, et ça peut paraître insignifiant, hein, mais c'est le sucre, c'est le café, c'est la cigarette, c'est l'alcool, c'est la drogue. C'est même parfois, les gens ne font pas le rapprochement, mais par exemple, tu sais que faire une cure de vitamines parce que finalement on se sent crevé, on se dit, ah, je vais prendre des compléments, et ben ça, c'est un Ouais. signal. Ça, c'est un signal. C'est dingue, hein, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais ça l'est. Et c'est pour ça que ces éléments-là, on les retrouve aujourd'hui pour les personnes qui sont en télétravail. Ils sont fatigués, beaucoup aiment de moins en moins ce qu'ils font parce que des fois, parfois, ils ne trouvent même plus de sens. Ils ne Ouais. prennent même plus de sens à Ça leur plus métier. terrible. Ouais, et t'en as beaucoup qui ont été confrontés à ah bah finalement, mon boulot, il sert à rien. Ah, finalement, moi, on me solide pas vraiment. Je ne suis pas si important que ça dans l'entreprise. Donc, il y en a qui sont Ouais. claques. Et je trouve que ça, enfin, excuse-moi, je te coupe parce que Non, c'est bien vrai que je sûr. trouve ça intéressant. Il y avait, ça fait un moment qu'on parle des bullshit jobs et tout ça, Ouais, et des gens qui perdent le sens, donc qui se disent que, enfin, eux, ils y trouvent pas d'intérêt. Et donc juste la pensée que j'avais, c'est des gens qui se disent que leur boulot ne sert à rien, et enfin, il ne sert à rien au sens de, il apporte rien à la société. exactement. Et du coup, c'est un mal qui est assez profond et qui est Ouais, assez terrible ouais. de tout ça, de se dire, mais à quoi bon, quoi? Et finalement, enfin, où est-ce que ça va mener si bah, plus ou moins nos élites, ou en tout cas les gens éduqués et formés de haut niveau, font des métiers qui ne servent à rien, quoi? Mm. Quel est l'objectif, même en tant que société, ou dans quel sens on va? Je trouve ça assez terrible comme constat. Oui, mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, c'est le travail, on se définit par le travail, on se définit par le travail. C'est-à-dire que tu vas rencontrer une personne que tu ne connais pas lors d'une soirée, tu vas lui dire, bon, comment tu t'appelles, nanana, et la deuxième quasiment que tu vas poser, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et là, Bien quand sûr. tu n'es pas capable de répondre en disant, déjà, toutes les personnes qui ont malheureusement fait un burn-out, il y en a de plus en plus, comme elles sont en arrêt maladie, et ben déjà, elles se sentent super mal parce qu'elles sont en arrêt maladie. Donc, qu'est-ce que je réponds finalement à ça? Comment je réponds à cette question? Et il y a ce côté où, en fait, on existe par le travail. Les personnes qui sont au chômage, il y a énormément de suicides d'ailleurs, dans les personnes qui sont au chômage, mais quand on pose la question à un chômeur, en tout cas pour quelqu'un qui a investi et qui a envie de travailler, c'est une chose qu'il vit très mal finalement, parce que tu es en dehors de la société. Et quand tu es en dehors de la société, à quoi tu sers finalement? À quoi tu sers? C'est quelque chose de violent en fait, parce que notre vie, elle est déterminée par deux choses, c'est la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc c'est comme si en fait tu avais, je sais pas, une table, je sais pas, avec quatre pieds, qu'on t'enlève deux pieds, enfin ou un, et en fait il y a un déséquilibre. Et bah du coup, là c'est exactement la même chose. Perdre le sens de ce que je fais dans ma vie, c'est disparaître quasiment. C'est ça. Moi je le prends, Mhm. je traduis comme ça parce que on perd, déjà
on est dégoûté de ce qu'on fait ou de ce qu'on fait pas d'ailleurs, et en fait, on perd confiance en soi. Un des éléments à la fin du processus de l'épuisement professionnel, c'est je n'ai plus confiance en moi et j'ai une perte d'estime de soi abyssale. Donc ma pensée c'était de dire effectivement c'est une pensée qui est très très violente mais qui doit l'être encore plus pour les personnes qui le ressentent Oui, et je sais pas si c'est complètement une bonne transition mais je voulais justement qu'on puisse passer à la suite et qu'on parle oui, finalement de Pôle QVT et initialement moi c'est pour ça qu'on est rentré en contact et je voulais que tu nous en parles parce oui, que je voudrais savoir ce que toi t'as cofondé du coup Pôle QVT oui, et surtout qu'est-ce que tu veux y mettre derrière pour voilà pour oui. faire progresser la prévention des RPS du RPS Oui. pardon en entreprise. Bah, en fait, pôle QVT, comme je te le disais, c'était que c'est vraiment la somme de tout ce que j'ai vécu. Donc, j'ai vécu quoi? J'ai vécu le fait d'être salarié, j'ai vécu le fait d'être manager, j'ai vécu le fait de travailler dans les ressources humaines, j'ai vécu un burn-out, je m'en suis sortie, donc un burn-out qui a quand même été jusqu'à la tentative de suicide, je m'en suis sortie, j'ai écrit des bouquins, j'ai fait des conférences. Et en fait, je me suis rendu compte à travers donc, ces 8 ans, puisque, enfin 8 ans, en 2020, oui, c'est ça. Euh, En fait, je me suis dit, mais aujourd'hui, les gens, on est en 2020, enfin, les gens sont encore en burn-out. C'est ça je me suis dit, mais c'est pas possible. En 8 ans, les choses n'ont pas changé. Donc, c'est là que ça m'a ouvert les yeux parce que je me suis dit, déjà, quand je faisais juste des conférences, moi, je me suis dit, pour passer de l'autre côté, en fait, parce comme on m'appelait beaucoup en tant que personne pour témoigner, donc en tant que victime, je me suis dit, il faut absolument que je passe de l'autre côté pour qu'on me prenne au sérieux et que je passe comme enfin, pour une experte, ce qui est le cas aujourd'hui, clairement. Et donc, j'ai décidé de passer un diplôme. Et tu vois, ça, par contre, c'est un élément aussi qui est typiquement français, c'est que il faut un diplôme pour être jugé comme pertinent pour travailler sur le sujet. Et Ouais. donc, j'ai passé un diplôme universitaire de conseiller en prévention des risques psychosociaux et management de la qualité de vie au travail. Et j'ai été choquée parce que on a tous eu beaucoup de mal à trouver un stage. Alors que je l'ai passé en 2016 et qu'il y avait, enfin voilà, le stress au travail, c'était des choses qui existaient sur le terrain. Donc on a eu du mal à trouver un stage, on a eu du mal à trouver un travail. Et là, je me suis dit, c'est un non-sens. C'est-à-dire qu'on forme des gens sur un sujet qui est d'actualité, mais derrière, il n'y a pas de débouché. Donc je me suis dit, mais voilà, ça va pas. Et donc, finalement, c'est cette expérience-là, enfin, le fait d'avoir passé mon diplôme, où je me suis dit, mais il faut recruter, il faut donner la possibilité aux entreprises, comme à ceux qui sont formés, de se retrouver et de pouvoir donc mettre en relation les personnes formées et les employeurs. Et donc, Pôle QVT, c'est ça, c'est un site de recrutement, mais qui va plus loin que la QVT. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, pour être bien au travail, les conditions de travail ne suffisent pas. Exemple, je ne sais pas, tu vas avoir tout ce qui concerne le trajet domicile-travail, Mm. par exemple, personne ne le sait, mais dans ta vie personnelle, tu dois te tenir compte, enfin, tu dois t'occuper de ta grand-mère ou de ton grand-père. Et là, il y a un poste qui se développe, c'est le salarié aidant, et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est rémunéré. Donc, il y a ça. Il y a le fait aussi qu'aujourd'hui, et c'est encore plus accentué avec la crise sanitaire, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans cette période de confinement, on s'est quasiment tous remis en question sur qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, bien sûr au niveau personnel, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire au niveau professionnel. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, en l'occurrence sur LinkedIn, et qui me disent, voilà, je faisais ce métier-là et j'ai plus envie de le faire. J'ai envie de faire autre chose. Et c'est souvent des métiers en fait qui sont utiles en fait, qui sont utiles à la société, qui sont positifs. Et avec ça, tu vois, je me suis dit, euh, en fait, aujourd'hui, pour être bien au travail, il faut plus que ça. Il faut, on a envie d'une entreprise qu'on appelle virtueuse, que j'appelle virtueuse, mais d'une entreprise dont on est fier, en fait. Une entreprise dont on est fier, c'est quoi? C'est une entreprise qui fait attention à ses salariés, bien sûr, mais c'est une salariée qui fait, par exemple, attention à son impact écologique. C'est une société qui va peut-être permettre de travailler sur l'inclusion sociale. Aujourd'hui, quand je parle d'inclusion sociale, imagine qu'aujourd'hui, il y a les jeunes, déjà que le taux de chômage des jeunes est important, mais alors là, il y a énormément d'étudiants qui n'ont pas eu de job, qui n'ont pas eu de job d'été. Et aujourd'hui, c'est un Mhm. impact qui est
phénoménal parce que comme ils n'ont pas pu avoir d'argent, il y a énormément qui sont, et j'ai vu récemment, donc c'était dans le quotidien, il y a eu un reportage sur des étudiants en fait qui vont au resto Ouais. du cœur, et qui n'avaient jamais envisagé de le faire avant, parce qu'ils avaient leur salaire, ils avaient leur job étudiant. Donc il y a tout ça qui rentre en compte, et je me suis dit, euh, pour être bien au travail, il n'y a plus que l'activité. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il faut donc travailler sur les domaines justement de la responsabilité sociale et environnementale, sur le respect de la biodiversité, parce qu'on s'est rendu compte aussi d'un truc génial finalement durant le confinement. En tout cas, moi, je l'ai vécu, mais je sais que tout le monde aussi, c'est que le silence, la nature a repris ses droits. On a vu des images de sangliers ou de vaches qui se promenaient dans les villes. Et en fait, beaucoup se sont rendus compte que la biodiversité, c'était quelque chose d'important, qu'il fallait en prendre soin. Au-delà de prendre soin de la planète, il faut prendre soin aussi des êtres humains tout court. Et il y a tous les métiers de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est-à-dire des métiers qui sont liés à, euh, vraiment à l'impact global. Donc, Pôle Mm. QVT, aujourd'hui, c'est un site de recrutement qui est spécialisé dans les métiers qui sont liés à la qualité de la vie générale. Et donc, tous les métiers qui sont liés au travail, mais aussi tous les métiers qui sont en dehors du travail. Et c'est pour ça qu'on a mis un lexique. On a mis un lexique des métiers parce que en faisant ce lexique, je me suis dit, c'est dingue le nombre de métiers auxquels on ne pense pas. Je me suis dit, c'est dingue le nombre de métiers qui sont utiles à la société et qui sont positifs. Et en faisant ça, même moi, je me suis dit, ah, bah, si j'avais su, si j'avais su que ce métier existait, peut-être que je me serais orientée vers ce métier-là. Donc, l'objectif, c'est ça. Et en fait, il y a un espèce de, de chemin, en fait, enfin, de parcours vertueux on veut mettre en France, c'est je veux faire ce métier utile, donc je me forme. Quand je me forme, donc généralement un diplôme, etc., je vais chercher un stage. Donc je vais aller sur Pôle QVT pour trouver un stage justement sur mon métier qui a un impact positif. Je trouve un stage, à la fin j'ai mon diplôme, je cherche du travail, je viens sur Pôle QVT, j'ai posé mon CV et je trouve un travail dans le métier que j'ai appris et aujourd'hui les sociétés, les entreprises, elles n'ont plus le choix. C'est 67% des salariés disent qu'ils ne vont pas s'engager dans leur métier, dans leur travail, si l'entreprise ne s'occupe pas de son bien-être. Aujourd'hui, 14 310 euros exactement, c'est le prix du désengagement au travail des Français en 2020. 14 310 par an et par collaborateur. Là où on est censé se concentrer sur une relance économique forte, si on ne travaille pas sur ces sujets-là, ça va être une catastrophe au niveau économique. C'est déjà le cas, d'ailleurs. Donc, tout ce que je me suis dit, tout ce qu'on s'est dit avec Pôle QVT, on s'est dit, il faut qu'on pousse les gens à être motivés, à être impliqués au travail. Et tous les domaines dont parle Pôle QVT, justement, c'est pour aider à ça. C'est vraiment la qualité de vie générale. Parce que la qualité de vie générale, c'est quoi? C'est la santé plus la qualité de vie au travail plus la qualité de vie hors travail. C'est ça, finalement, la définition. Et donc, du coup, Paul QVT, là, c'est lancé depuis quelques mois. Est-ce que tu peux Oui. peut-être nous partager des premiers retours de tes utilisateurs, que ce soit entreprise ou Mm. justement candidat? Alors déjà, j'ai à chaque personne que j'ai sollicitée en parlant du projet, 100% de ces personnes-là m'ont dit que c'était une idée géniale. 100% des personnes m'ont dit que c'était utile. Évidemment, avant de se lancer, j'ai fait un questionnaire pour mesurer en fait l'intérêt des employeurs. Il y a 94% des employeurs qui sont dit que ça, c'était des métiers à valeur ajoutée et que s'ils investissent dans ces métiers-là, ça va avoir un impact sur l'attraction. Aujourd'hui, en 2025, 75% de la population active aura entre 20 et 40 ans. Et ça veut dire que c'est la population qu'il faut attirer dès maintenant. Et il faut attirer dès maintenant parce que c'est ce qui va permettre de faire vivre, c'est les forces vives forcément qui ont créé de la richesse pour l'entreprise. Comme je vous le disais, donc ce questionnaire, ça a aussi révélé euh,
l'intérêt des employeurs, ça les a fait réfléchir en fait. Il y en a, j'ai eu 162 réponses, mais 162 réponses où j'ai été en contact direct avec les personnes. Et en fait, ils se sont dit, ce serait vraiment super de travailler sur ces sujets-là, mais là maintenant, on ne sait pas comment. Et j'aurais dit, donc aujourd'hui, si demain vous avez la possibilité d'embaucher quelqu'un sur ce domaine-là, est-ce que vous l'embaucheriez? Ils m'ont tous dit oui. Ils ont dit oui si on a j'allais dire le business, mais c'est ça. C'est aujourd'hui, si on a l'argent pour embaucher, on embauchera sans se poser aucune question. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une structure, enfin dans un moment où il y a un impact économique colossal sur les entreprises. Et aujourd'hui, c'est pas forcément leur priorité. Mais sinon, les entreprises sont à 100% d'accord sur les 162, 100% d'accord de se dire, c'est vraiment des sujets qui sont essentiels pour une existence pérenne et une croissance pérenne. Les salariés et tous les personnes qui déposent leur CV, parce que finalement, il y a deux cibles sur Pôle QVT. La première cible, c'est ceux qui déposent leur CV, donc les personnes formées et qui cherchent un travail ou qui cherchent un stage. Et la deuxième cible, c'est les employeurs, les structures privées ou publiques qui vont déposer des annonces, pardon, ou consulter directement la CVTech. Et de la part de la cible des personnes qui posent un CV, c'est vraiment, en fait, finalement, il y en a aussi beaucoup qui nous disent, Pôle QVT, c'est un peu une forme d'espoir. C'est une forme d'espoir parce que on se dit que grâce à Pôle QVT, les entreprises vont se rendre compte qu'il faut vraiment travailler sur ces sujets-là. Et là, on est en train de faire des partenariats et on est conforté justement sur ces idées-là. On est en train d'accompagner des associations. Exemple, je la mets souvent en avant parce que c'est pour moi une association très importante, Avenir Femmes. Avenir Femmes, c'est une association qui favorise et maintient dans l'emploi les femmes de plus de 45 ans. Là, on parle, tu vois, d'un sujet égalité homme-femme, etc. Cette association, elle fait en sorte de travailler sur ce sujet-là. Et on est partenaire. Il y a par exemple l'ARIS, donc c'est l'association régionale de l'intégration des sourds en entreprise. Parce que ça aussi, c'est un élément d'inclusion sociale qu'on veut intégrer. Mais au-delà, tu vois, de l'intégrer en entreprise, moi, j'ai été intéressée par deux choses que j'ai vu passer aussi sur LinkedIn. La première, c'était une vidéo où une enfant de 6 ans parlait à son facteur avec le langage des signes. Tu vois, là, par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas, avec la distance sociale qu'on doit avoir pour les gestes barrières, pourquoi est-ce qu'on ne Ouais. dirait pas bonjour avec le geste de langue des signes? Pourquoi pas, finalement? Donc, c'est une inclusion que l'on veut en entreprise, mais aussi en dehors. Et c'est pour ça qu'on dit et qu'on veut mettre en avant l'ARIS, parce qu'il y a des formateurs qui peuvent venir en entretien, dans les entreprises pour une mission et qui peuvent donner des cours sur la base du volontariat, évidemment. Mais 89% des personnes que nous avons donc sollicitées pour leur demander s'il y avait des cours de langue des signes françaises, est-ce que vous trouveriez ça enfin, positif ou pas? Et 89% disent que ce serait vraiment génial. Donc voilà, donc il y a tous ces éléments qui sont importants, je pense. Et moi, justement, j'avais une dernière question avant qu'on passe à la partie recommandation. Oui, Donc, tu es speaker, tu donnes des cours, tu oui, as ta nouvelle, t'as pôle QVT, mission QVT également. oui. Comment tu fais rentrer tout ça dans une journée? Comment Grâce, Aude Célie finit ses journées? Est-ce qu'elle finit justement beaucoup trop fatiguée? Elle a du mal à prioriser ou au contraire tout est bien au même niveau d'énergie et tu arrives à tout faire avancer? ben en fait, j'ai envie de te dire que grâce à mon burn-out, puisque finalement, c'est la somme donc, de beaucoup de choses, dont la surcharge de travail, mais et aussi de dépasser ses limites. Et ben aujourd'hui, je me pose des limites tout simplement. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'être indépendante. Parce que être indépendante, c'est pouvoir s'organiser, même si c'est compliqué en termes de business et qu'il faut faire tout un aspect commercial que je n'aime pas, mais
il faut le faire. Ça n'a pas de prix aujourd'hui, la liberté que j'ai. Et donc, oui, j'ai des rendez-vous, que je place, en fait, vraiment, mon agenda, c'est mon meilleur ami aujourd'hui. C'est-à-dire que avant, je faisais pas forcément attention à la façon dont je plaçais mes rendez-vous, etc. Mais là, j'essaie vraiment de faire en sorte enfin, pas de prioriser, parce que voilà, souvent des dernières minutes, par exemple les interviews, etc. Mais je suis très attentive à ne pas dépasser mes limites. Donc ça, c'est le moteur finalement de la façon dont je travaille. Et du coup, il y a aussi quel sujet sur lesquels je dois travailler. Bah, je travaille énormément sur ma formation, parce que ces sujets-là, tu vois, du coup, c'est des sujets de nombreux sujets. Donc, il faut que je me mette à jour donc, sur ces informations-là. Donc, je lis beaucoup, je me forme aussi beaucoup. Donc, étant donné que ce sont des domaines commerciaux, donc je fais de la prospection forcément. Donc, je fais de la prospection sur les écoles pour pouvoir faire en sorte que bah, du coup, les jeunes ou les personnes formées posent leur CV. Forcément, je sollicite les entreprises pour les encourager à poser des annonces ou se consulter directement les CV. Et je fais en sorte d'avoir des moments en fait privilégiés avec mes amis. Ça, pour moi, c'est devenu très important. C'est-à-dire que j'attache beaucoup d'importance à ça. Alors, malheureusement, avec Zoom, on en est à faire des apéros Zoom. Mais voilà, j'essaie vraiment de faire en sorte de faire attention à mon agenda et d'avoir une vision globale, pas que par jour. Et parfois, je me consacre, parfois d'ailleurs, je me mets un seul objectif, je mets une seule chose à faire, parce que c'est une chose qui va me demander du temps. Et je me dis pas, bon, il faut absolument que je mette 6. Non, je consacre, maintenant, je me pose mes limites. C'est un sujet important, tu passes la journée dessus, bim, c'est fini à la fin. Donc voilà, j'essaie vraiment de faire attention. Je sais quels sont mes projets, donc j'essaie de les planifier au mieux. Très bien. Donc, tu as parlé de livres que tu lisais beaucoup. On va sur la partie recommandations. Est-ce que tu aurais des ouvrages liés à la prévention du RPS que tu pourrais nous conseiller? Alors, il faudrait quasiment que j'aille à la bibliothèque tellement il y en a. En fait, j'attache beaucoup d'importance à des livres qui sont pratico-pratiques finalement. Donc, il va y avoir des... Alors, par exemple, bon, c'est faire de la pub, mais tant pis. Il y a le livre Le Burn-out pour les nuls. Celui-là, c'est un livre que je recommande. Souvent, je le recommande à côté de mes propres bouquins parce que c'est un livre qui est épais, mais alors comme jamais, enfin quand même pas mal. Et du coup, il y a plein d'informations qui permettent de se rendre compte de comment on peut travailler sur ces sujets-là. Va y avoir donc pour moi c'est c'est une collection qui permet, je sais plus mince, j'ai pas en tête, mais c'est une collection qui permet d'avoir des sujets donc en tant que consultant, en tant que intelligence émotionnelle, donc c'est important tout simplement d'aller finalement dans une librairie. Moi, j'attache beaucoup d'importance à aller dans une librairie pour avoir une vision. Parce que quand on va sur Amazon, etc., on n'a pas de vision sur l'ensemble des bouquins finalement. Parce que là, dans une librairie, on peut lire la quatrième de couverture, etc. Donc, je recommande d'aller en librairie. Et en fait, aller tout simplement sur le sujet des risques psychosociaux, de la qualité de vie au travail ou des RH, parce que souvent ces domaines-là sont dans le domaine des RH, et de regarder, et de lire, et de regarder les quatrièmes de couverture. Et c'est ça qui permet tout de suite. En fait, pour moi, un livre, c'est quasiment un coup de cœur. C'est-à-dire que dès que on lit une quatrième de couverture et que ça nous éveille finalement, et qui fait qu'on ouvre le livre et qu'on lit le sommaire, et ben pour moi, c'est ça qui permet de me dire, ce livre, c'est le livre qu'il vous faut pour que vous puissiez travailler sur ces sujets-là. Mais effectivement, j'ai quand même beaucoup de livres sur le management, sur les risques psychosociaux, sur la qualité de vie au travail, sur l'intelligence émotionnelle, sur la formation, sur la RSE, sur le développement durable. Voilà, donc beaucoup de domaines qui fait que j'ai quand même pas mal de bouquins. Ok, alors du coup je mettrai le lien vers le burn-out pour les nuls Ouais, directement en description de l'épisode. ouais. Est-ce que tu peux nous dire quels outils digitaux ou les applications que tu utilises? Bah aujourd'hui, j'utilise énormément forcément la visio, donc Zoom, Teams
je vais peut-être me remettre à Skype. Euh, mais donc ça, il y a un outil, enfin deux outils que je trouve géniaux et qui font que pour moi, donc c'est pour ça que les conférences que je fais sont pertinentes sur burn-out, c'est que le burn-out, c'est un sujet qui est complexe et qui est encore tabou. Les gens ont peur de parler de ce sujet et ils ont peur de poser des questions. Quand tu fais une conférence, à la fin, tu fais questions-réponses, etc. Et en fait, donc, il y a l'outil qui s'appelle Slido, donc SLI.do. Et en fait, ça permet de poser des questions de manière anonyme. Et je trouve ça assez fun parce qu'en fait, par des likes, en fait, ça fait remonter les questions qui sont les plus importantes aux yeux des. Donc, par exemple, là, j'ai fait une conférence il y a 2, 3 jours. Donc, j'ai envoyé le lien aux salariés et donc, eux, ils ont posé leurs questions. Les gens likaient et en fait, à la fin de ma conférence, je mettais l'écran sur Slido et je leur disais, voilà, et je répondais à chaque question, donc du coup, par ordre d'importance. Et là, par contre, là, tu libères la parole. Et c'est ça qui est génial avec cet outil-là, c'est ça libère la parole. Et ensuite, il y a celui Kahoot!, qui est je pense que tu connais, mais voilà. Pour moi, c'est un outil qui est aussi, enfin, pour moi, j'attache beaucoup d'importance à l'interactivité, en fait. C'est les outils qui permettent de l'interactivité. Donc, si je dois en citer deux, c'est ces deux-là. Enfin, Ok, parfait. Et est-ce que tu aurais une innovation en tête qui pour toi mériterait d'être mise en avant? sur quoi? Sur la qualité Sur la prévention des risques ou précisément du RPS? Mm. Euh, si, par exemple. Euh, Ça, j'ai trouvé ça juste génial. C'est une entreprise, du fait du télétravail, elle a mis en place une dotation pour que les salariés s'achètent un siège ergonomique. Et ça, j'ai trouvé ça. Il y a très peu d'entreprises qui ont pensé, pas beaucoup, voire aucune. Et j'ai trouvé ça super parce qu'en fait, le plus important pour être efficace dans la prévention des risques psychosociaux, c'est de s'intéresser au travail réel. C'est quel est le travail que je fais au quotidien avec lequel. Donc, ça peut être un stylo. Et du coup, effectivement, en télétravail, on est sur un siège. Et le fait d'avoir pensé à ça, j'ai trouvé ça déjà innovateur et j'ai trouvé ça très connecté à la prévention des risques psychosociaux. Sinon, donc déjà les groupes de parole, moi je sais que finalement, là on peut trouver un avantage à tout ce qui est visio, c'est que, pareil, les groupes de parole sont facilités, parce que les gens, du coup, sont vraiment anonymes. Ils ne mettent pas forcément leur caméra, ils peuvent mettre un pseudo, donc du coup, on ne sait pas du tout qui c'est. Et donc, du coup, ça libère la parole. Donc, voilà, souvent, je dis qu'il ne faut pas courir après 150 solutions. Il faut se concentrer sur une, deux ou trois qui permettent d'aller vraiment voilà, une solution qui est déjà donnée par une entreprise qui est impliquée, le fait d'avoir mis une dotation sur un stage ergonomique, cette entreprise, elle a compris que pour faire bien leur travail, ils vont avoir besoin de ça. Donc ça, je trouve que c'est déjà une innovation de se connecter aux besoins individuels et d'y répondre. Ok, très bien. C'est vrai que on le dit tout le temps et beaucoup dans ce podcast, mais se connecter au travail réel, c'est indispensable. Mais c'est vrai que je connaissais pas cette nouvelle pratique. C'est très intéressant. Enfin, sur une partie plus à l'avenir de la prévention, Oui. comment tu vois évoluer le métier et du coup plus précisément le métier de consultant ou de préventeur du RPS? Mm. Comment je le vois évoluer? Je vois évoluer énormément en fait, et c'est en lien finalement avec Pôle QVT, c'est que on a beaucoup d'intervenants, peut-être pas assez, mais on en a, qui sont des personnes externes. C'est-à-dire que même aujourd'hui, moi, je suis une consultante externe pour travailler sur ces sujets-là. Et pour moi, l'avenir, c'est d'avoir des professionnels à l'intérieur de l'entreprise pour
travailler sur ces sujets. Ce ne sont pas des sujets secondaires, ce ne sont pas des sujets qui fait qu'on travaille en one shot. C'est pas des sujets où on va se dire, ok, je mets je mets un baby-foot, je mets des plantes, je donne des corbeilles de fruits, je fais en sorte que le matin, à 9 heures, on fait un petit déjeuner. Non, il faut un plan, en fait, qui soit global, qui permette d'agir tous les jours dessus. Donc, pour moi, l'avenir, c'est que l'entreprise intègre à l'intérieur de son effectif des professionnels de la QVT, de la prévention des RPS, de la RSE, etc. Donc l'avenir pour moi, c'est l'embauche en fait, c'est le recrutement des gens qui sont formés pour permettre de travailler sur ces sujets-là, parce que c'est la clé. Donc pour moi, il faut compter sur les hommes et sur les femmes. Et par exemple, les étudiants. Donc, je parlais du fait que voilà, ils n'ont pas trouvé de job. Le nombre d'étudiants qui ne trouvent pas d'alternance, c'est hallucinant. Je le vois énormément passer sur LinkedIn aussi. Donc, la nécessité d'intégrer, c'est super important parce qu'un étudiant va permettre de travailler. C'est horrible de dire ça, mais moins cher. Mais en tous les cas, de travailler, c'est déjà une première approche. Mais on est dans l'inclusion sociale. Je fais en sorte qu'un salarié intègre pour passer son diplôme. Mais qu'est-ce que c'est qu'un étudiant qui fait son stage? Eh ben, c'est un futur professionnel au marché du travail quand il aura son diplôme. Donc, le recrutement avec des personnes extérieures et l'intégration des étudiants pour qu'ils trouvent des stages dans les domaines et des alternances. Le recrutement, c'est la clé. Pour moi, c'est l'avenir. Ok. Et enfin, la dernière question que je pose à tous mes invités, quel message tu aurais pour la jeune Aude qui a débuté dans ce métier de la prévention? Je vais lui dire de continuer à être authentique. Oui. Oui, de continuer à être authentique parce que finalement, ça marche déjà parce que c'est ce qui permet déjà de moi être en accord et ce que je te disais au début, c'est que un des facteurs de risques psychosociaux, c'est le conflit de valeurs. Et en étant authentique, je suis à 100% connectée à mes valeurs, à moi, et à les partager. Donc pour moi, je voudrais lui dire, continue à être simple, authentique, à continuer à croire en cette cause qui est juste et de persévérer parce qu'il y a encore énormément de chemin à faire. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je ne peux pas être seule à travailler sur ce sujet-là. Je ne peux pas changer les choses seule. C'est pour ça que Pôle QVT existe. Et c'est pour faire en sorte que des gens, encore une fois, qui sont formés, soient à l'intérieur des entreprises et qu'on change les choses en profondeur. La dernière chose que je voulais savoir, c'est est-ce que tu peux nous dire où les personnes qui voudraient continuer la discussion peuvent te retrouver? Sur LinkedIn, hein. N'hésitez pas à aller sur recherche, vous tapez Aude Célie et ce sera un plaisir d'être connecté et de répondre à la question si je peux le faire. Il n'y aura aucun souci. Ok, parfait. Aude, je te dis merci beaucoup et à très vite. Oui, salut. Merci d'avoir écouté le PEX jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements. Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine!